Yeah. Hello everyone. Thank you for your patience. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Emily et je travaille comme au PNU. Je vais animer ces séances sur les connexions entre la forêt et l'eau pour atteindre les objectifs de développement durable. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'organisateur. CFOE Craft, PNU et la FAO qu'organisent cette session. Et au nom de champions de l'eau et de forêt, dont il s'agit d'un groupe d'experts qui existe depuis 2017 pour expliquer les connexions entre les forêts et l'eau et leur rôle dans la gestion résiliente des paysages. La sécurité des eaux est cruciale pour atteindre les ODD. Donc, à peu près 4 milliards de gens du monde n'ont pas accès à l'eau saine. Et les connexions entre l'eau et les forêts émergent souvent dans la prise de décision au niveau politique. Mais cet agenda est sous-estimé et n'est pas débattu beaucoup. Donc c'est pour ça, c'est la première fois que le Forest and Water Champion organise la forum portant sur ces enjeux et je suis très heureuse d'animer cette séance. Alors, il faut désensibiliser les secteurs forestiers pour souligner l'importance de la connexion entre les forêts et l'eau et encourager les participants de tous les contextes d'intégrer l'eau dans la gestion des forêts à tout niveau des gouvernements. Nous allons passer 90 minutes et nous allons avoir des programmes très interactifs avec beaucoup de présentations inspirantes. Et vous allez voir, nous allons en fait voyager des montagnes jusqu'aux rivières, aux zones côtières et aussi aux terrestres. Alors maintenant, nous allons faire un petit exercice interactif pour voir si tout le monde ici en présence ou en présentiel ou les participants sont ici en distanciel. Donc veuillez connecter au Mentimeter, menti.com. Veuillez connecter à ce site web et vous allez voir un code. Donc vous pouvez entrer et vous allez accéder à 2 questions simples sur menti.com. Est-ce que vous pouvez projeter le code? Donc vous allez voir 2 questions. D'où êtes-vous et quelle est votre organisation? Ce seront des questions qui seront posées. Et ça va nous donner un peu d'idée pour voir qui participe à cette session. Okay, apologies. Alors, mes excuses, je pense que c'est pas prêt. Je pense que nous avons des difficultés techniques. Donc, maintenant, nous allons passer à la partie suivante. Il y a 2 personnes ou 2 invités. Avec le plaisir, je les présente. Donc, Forest Water Champion. Ah, voilà, nous avons 2 questions qui sont à l'écran. Alors, voici le code en haut. C'est 19470823. Donc, je demande à tout le monde ici présent de vous connecter à menti.com, tapez le code et répondez aux questions.
Alors, nous avons des gens de la foresterie, des scientifiques, des membres des organisations internationales. Et il y a également des décideurs politiques. Oui, je suis heureuse de les avoir parce que vous êtes importants concernant cet appel à l'action. Alors, est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Alors, quelle est votre région? Alors, c'est vraiment bien reparti. Il y a des participants venant de l'Asie. Une personne de l'Afrique est connectée, du Brésil, des Européens. Et il y a des connexions de la Corée. Il y a de plus en plus de participants qui nous rejoignent. Et il y a également des gens de l'Amérique. Je pense que c'est soit très tôt ou très tard en Amérique latine. Donc, nous allons en fait enregistrer notre session et ce sera uploadé sur YouTube pour la rediffusion. Alors, merci beaucoup et veuillez connecter au Mentimeter. Nous allons utiliser cette plateforme pour la session Q&A, questions et réponses plus tard. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter deux experts et des membres de Forest Water Champion. Mais ils ne pouvaient pas être avec nous. C'est Marine Inger et Sarah Gesayas de la FAO. Donc, elles sont là en ligne. Donc, je veux bien leur donner la parole pour dire quelques mots avant de commencer notre session. Est-ce qu'on peut voir Marlene et Sarah? M'entendez? Oui, on vous voit, on vous entend très bien. Merci. Bonjour. Je vous dis bonjour de Sifi de la Suède. Je suis très heureuse d'être là en virtuel et je m'attends avec impatience à cette session intéressante. Merci Marlene. Bonjour, il m'est un grand plaisir d'être là. J'espère que vous allez avoir de ces séances magnifiques. Je vous dis bonjour de la Colombie et je fais partie de l'équipe de résilience de la FAO. Alors maintenant, je vous donne la parole à Emeline. Alors, veuillez rester connecté au Mentimeter. Nous allons utiliser le même code. Et vous pouvez également poser des questions sur Mentimeter. Alors, ce sera ouvert pendant tout le congrès. Vous pouvez poster vos questions et commentaires. Peut-être on ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais nous allons collecter toutes vos questions et nous allons les transférer aux experts qui sont ici présents. Et nous allons également publier toutes les réponses à vos questions sur notre Water Forest Champion site web. Donc, veuillez préciser le nom d'intervenant lorsque vous posez vos questions ou postez vos commentaires. Alors, passons à la première intervenante qui est Madame Amy Duchel. Elle va souligner l'importance de l'eau pour la gestion durable des forêts. Donc, Amy Duchel est chef de l'équipe de changement climatique et des forêts de la FAO. Et elle a travaillé à Sifu en Indonésie. Merci beaucoup. Merci à nos collègues qui ont organisé cet événement très important. La FAO est très heureuse de jouer un rôle avec le Water Forest Champion. Les forêts et les arbres et leur connexion avec l'eau est vitale pour réaliser les ODD. Les forêts et les arbres font partie intégrale du cycle de l'eau et en fait notre approvisionnement en eau ne doit pas être sous-estimé. 95% d'approvisionnement de eau renouvelable vient de systèmes forestiers, écosystèmes forestiers. Hier, nous avons eu un discours liminaire par Debra Lawrence
de l'Université de la Virginie qui a souligné l'importance de relations entre la forêt et l'eau. Donc, la forêt est régulée par le mouvement de l'eau. Donc, l'eau, en fait, refroidit non seulement les forêts, mais la région en entière. Donc, notons qu'il faut contrôler la hausse des températures en dessous de 1,5 degré. Ça dépend des forêts. Bien sûr, les forêts également réglementent les précipitations. Les précipitations peuvent décliner de 10 à 15% lorsqu'il y a un manque de forêt. Les forêts affectent les précipitations dans le monde entier. Nous allons en parler plus tard. Il y a des bénéfices et avantages des forêts qui vont au-delà du refroidissement. Il y a également les avantages liés à l'adaptation et l'atténuation locale. Mais bien sûr, l'eau et les forêts, ce n'est pas uniquement pour l'action climatique, l'ODD et l'ODD 13, mais il y a des enjeux de l'eau qui traversent tous les ODD. Au moins 8 ODD nécessitent approvisionnement en eau saine. Et il y a des ODD liés à la paix et à l'éducation, mais ces ODD sont également en lien avec l'eau. Donc, vu l'importance des forêts et de l'eau pour réaliser les ODD, il faut penser qu'il s'agit d'un système plus large. Donc, c'est un système des peuples de l'eau et des forêts. Donc, il faut vraiment créer un écosystème qui va aider la subsistance de la population locale. Donc, il faut se focaliser sur cet aspect de l'eau lorsqu'on discute des forêts, parce que les forêts peuvent être gérées par les terres aquatiques. Alors, on peut utiliser des outils existants. Et la FAO a publié une guide de la gestion de l'eau l'année dernière qui englobe plusieurs outils et techniques qui existaient depuis longtemps. Et maintenant, il faut vraiment appliquer ces outils aux terres qui considèrent les fonctionnalités multiples de l'écosystème de l'eau et les écosystèmes de terre et d'autres techniques de paysage. Alors, nous avons la COP 26, la finalisation de l'accord de Paris. Nous avons les UNCCD COP et nous avons également le cadre mondial de biodiversité l'après 2020. Donc, il y a beaucoup d'instruments internationaux qui mettent l'accent sur l'eau. Il y a également une initiative dirigée par la FAO et le PNUD. Et cette initiative est une plateforme magnifique de collaboration pour lutter contre la déforestation et initier la reforestation pour aider les peuples à lutter contre le changement climatique et assurer que l'enjeu de l'eau et l'enjeu de peuple de l'eau sont au cœur de notre décennie. Il faut également apporter cette conversation dans plusieurs forums, comme aujourd'hui, nous sommes en train de parler des forêts sans frontières et également discuter les interactions entre les gens de l'eau et les gens de forêt. Alors, j'ai hâte d'écouter toutes les présentations et j'espère que ces présentations vont stimuler votre pensée et aider à améliorer la gouvernance pour les gens et pour la planète. Merci. Merci beaucoup, Amy. A clear sense of the C'était un message très clair concernant les défis que nous devons relever dans l'avenir. Et maintenant, nous allons écouter l'orateur qui va nous délivrer une présentation liminaire, Dr. Mijn van Noordijk, qui travaille au sein de l'ICRAF et de l'UFRO et qui travaille également à l'université de Wagner, de Braunschweig. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais on ne vous voit pas en fait.
Donc voilà, oui, on vous voit très bien. Oui, je vous remercie. Les organisateurs m'ont demandé de parler des eaux, des forêts et des ODD, donc les liens qui peuvent exister entre ces différents éléments. Quand on voit le Monti Maintenant, je vois qu'il n'y a pas en fait des exploitants agricoles qui participent à notre session. Mais en tout cas, pour lier l'eau et la forêt, il faut aussi relier avec le système socio-économique. Et il faut réfléchir aux fonctions, aux valeurs, aux services. Et tout ceci doivent se rattacher également à la gouvernance. C'est ainsi que nous pourrons les relier avec les connaissances ainsi qu'avec les objectifs. Et si on relie l'ensemble de ces éléments, nous pourrons effectivement atteindre aux objectifs. Ce puzzle que vous voyez devant, vous voyez ici les inondations, les incendies, la sécheresse, la vulnérabilité des infrastructures qui sont autant de défis que nous devons relever et nous vivons dans l'enchevêtrement de ce puzzle. Dans ce cas-là, comment nous pourrons placer une à une les pièces de ce puzzle? Le congrès réunit des personnes qui viennent de différents horizons et je pense qu'il y a aussi la diversité des forêts de chaque pays. Et si je dis simplement, je pourrais dire qu'il y a une grande diversité, mais nous n'avons pas suffisamment d'eau, nous sommes en pénurie d'eau. Il y a beaucoup d'eau, mais ce sont des eaux qui sont enfouies dans la profondeur des nappes phréatiques ou dans l'océan. Et quand on veut relier les eaux avec les forêts, il existe beaucoup de difficultés. Mais en même temps, il y a aussi une forte interaction. Il y a quelques années, nous avons découvert un nouveau paradigme. Bien sûr, plus on a d'arbres, mieux c'est. Et plus on a d'arbres dans les forêts, c'est encore mieux. Mais plus on plante d'arbres, on consomme beaucoup d'eau et cela peut engendrer la vulnérabilité des ressources en eau. Donc, cette situation de manque d'eau et pour la sécurité en eau, il faut réfléchir comment nous allons trouver l'équilibre. Concernant le paradigme, le premier paradigme, c'est que le paradis est perdu. Il y aura la déforestation. Et dans ce cas-là, on va penser au reboisement. Par exemple, il y a eu une polémique sur l'eucalyptus, car l'eucalyptus consomme énormément de l'eau. Et ensuite, on va basculer vers la partie droite. Donc, il y aura un compromis entre l'eau bleue et l'eau verte. Donc, comment rechercher l'équilibre entre ces deux eaux? Il faudra réfléchir à un cycle entier hydrologique pour que l'eau consommée par les plantes ne disparaisse pas et que cela puisse devenir des ressources en eau qui pourra être utilisée par les êtres humains. Donc plus on aura la forêt, il n'y aura pas de manque d'eau, mais cela va plutôt stimuler la circulation des ressources en eau. Donc il y a ces trois paradigmes. Mais ces paradigmes ne pourront pas être appliqués de manière universelle et ce sera différent en fonction de chaque situation. Donc, il peut y avoir plusieurs systèmes. Par exemple, il peut y avoir une interface entre le climat et les végétations. Dans l'ensemble, les molécules d'eau restent 7-8 jours dans l'atmosphère et ensuite retombent sur la surface, d'où le cycle hydrologique. Et ensuite, il y a la surface foliaire qui va absorber l'eau. Mais en fonction des essences de l'arbre, la surface foliaire deviendra différente et ce sera différent en fonction également des précipitations. Et ensuite, il faut réfléchir également au continuum entre la terre, les plantes et l'atmosphère. L'eau qui est absorbée par le sol pourra être utilisée pendant des journées par les plantes et une partie va
remonter dans l'atmosphère et ensuite cela va entrer dans la mer. Ce n'est pas une situation différente en fonction des forêts, c'est juste une interaction entre la terre, la plante et l'atmosphère. Donc, l'eau peut provenir de l'atmosphère, peut provenir du sol, et cette même eau, ensuite, pourra être utilisée en eau potable ou pour la production d'électricité hydraulique ou pour le transport. Donc, dans l'ensemble, il y a des services globaux pour l'homme et cela a un lien aussi avec les ODD. Donc, en fonction des ODD, pour atteindre les objectifs, nous avons voulu voir l'atteinte de ces objectifs et il y a une matrice qui combine tous ces différents éléments. Donc, nous avons ici montré dans un cercle un SDG donc concernant la santé, concernant les énergies et pour les emplois stables, pour la biodiversité, la gouvernance, la coopération. Donc aussi, je l'ai montré dans le cercle. Concernant le développement durable, il faut relier la société et l'économie. Donc, si on replace les puzzles, cela va devenir cette forme-là. Quand il y a un manque d'eau ou quand il y a un surplus d'eau, il peut y avoir ce genre de problème qu'on peut voir dans cet arbre. Donc voilà, c'est un lien hydroécologique et nous pourrons remonter jusqu'aux causes fondamentales. Mais il faudra, dans ce cas-là, placer toutes les pièces du puzzle pour comprendre la situation dans l'ensemble. En ce qui concerne notre université, nous avons rendu ludique cette structure pour améliorer la compréhension. Donc, grâce à ce genre de jeu, nous pourrons visualiser les éléments et sur le terrain, les personnes pourront comprendre quels sont les défis à relever de manière plus concrète. Ainsi, à travers l'amélioration de la compréhension, je pense que cela peut devenir aussi une base de la solution. Lorsque nous réfléchissons aux politiques, il faut d'abord comprendre le phénomène, comprendre chaque paradigme et réfléchir à une utilisation de manière plus harmonieuse. Nous avons 17 ODD, dont 17 ODD, et il faut réfléchir quel est l'objectif que j'aimerais atteindre. Donc, nous devrons déployer les efforts pour atteindre ensemble ces ODD. Et souvent, nous avons des difficultés dans les détails. Et pour mesurer l'empreinte eau, il faut réfléchir quels sont les éléments qui sont nécessaires pour mesurer l'empreinte eau. Donc, il y a aussi une littérature qui est parue de manière récente dont vous pouvez vous y référer. Merci beaucoup. Je pense que vous avez posé un cadre très intéressant. Je vous remercie de votre explication, de votre présentation qui consiste en 3 étapes. Voilà, nous allons rebondir sur le discours liminaire pour présenter les différentes solutions que peuvent exister dans divers écosystèmes. Si vous avez des questions, je pense que vous pouvez vous adresser à travers Mentimeter les questions à l'orateur et après l'événement, nous allons vous répondre par écrit. Et maintenant, nous allons nous déplacer vers la forêt. Ainsi, notre premier intervenant sera M. Basanta Shrestha, directeur stratégique de la coopération à l'ICIMOD. Greetings from ICIMOD. Can you hear me well? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous voit. Je pense que quelqu'un va partager mon PowerPoint. Oui, je le vois maintenant. Merci. Alors, je suis très heureuse de pouvoir participer ici et je vous dis bonjour de Katmandou, du Népal.
Alors, je vais vous parler des connexions de l'eau et des forêts et Practical tools on a spring set. il y a je vais vous partager quelques outils qui sont disponibles concernant la gestion de l'eau dans les montagnes. Donc, les zones montagneuses ou les régions montagneuses n'ont pas accès à l'eau. Donc, cela concerne l'ODD 13 et aussi la sécurité de l'eau dans les zones montagneuses communautaires. Donc, voici une image satellite. Donc, il est estimé que 60 à 80% des gens qui habitent dans les zones montagneuses dépendent des sources donc l'eau de source contribue beaucoup à la vie des gens. Il y a l'accélération du changement climatique. Donc, les eaux de source, non seulement au Népal, mais aussi dans la région près des Himalayas, sont en train de mourir. Donc, voici l'une des interventions qui a été faite par la municipalité de Katmandou. Donc, 30 eaux de source ont été épuisées parmi 50 eaux de source. Comme vous savez tous, c'est un système de différents bassins versants et aussi des aquifères. Donc, le forêt joue un rôle très important dans les eaux de source et surtout dans les collines et aussi dans les hautes montagnes à Katmandou. Alors, nous avons développé 6 étapes de méthodologie dont vous pouvez cliquer sur le clavier pour voir des animations à l'écran. Nous avons publié une guide et nous avons mis en œuvre ce programme sur le plan SDC au Bhoutan, au Népal ou en Inde. Nous avons eu des histoires de réussite en termes de pouvoir approvisionner des sources d'eau dans les zones montagneuses. Donc, voici les 6 étapes qui constituent cette méthodologie. D'abord, il s'agit du mappage de l'hydrologie et topographie des eaux de source pour regarder tous les détails. Et deuxième étape concerne l'innovation numérique des capteurs qui font suivi des données. Et troisième étape est le plus important. Et il y a un aspect humain là-dessus. Il faut comprendre le système de gouvernance sociale pour pouvoir promouvoir les eaux de source. Et il faut identifier des aires de recharge. Donc, vu l'hydrologie des eaux de source, il peut y avoir plusieurs solutions adaptées à chaque eau de source. Donc, il y a des protocoles qu'on doit regarder au niveau des gouvernances. Et ça, c'est la 5e étape. Et 6e étape, c'est d'avoir un retour continu. Donc, créer ce cycle de retour continu pour que les eaux de source et la communauté peuvent travailler ensemble et avoir accès à des différents avantages. Et cela va accroître l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. En termes de mesures de recherche, j'aimerais bien vous proposer quelques solutions basées sur la nature. Nous avons adapté quelques solutions à notre situation.
Donc, on peut avoir des solutions structurelles, solutions végétales, solutions agronomiques et solutions de gestion. Donc, cela vraiment dépend des besoins de communautés et aussi les systèmes de gouvernance que disposent ces communautés. J'aimerais bien souligner le fait que la valeur des mesures de gouvernance sociale sont énormes. Donc, ce programme retenu par la communauté donne beaucoup de valeur, ce qui est le cas au Népal, au Bhoutan et aussi en Inde. Voici la dernière diapo qui porte sur les messages clés. Le manque d'eau est un point important dans les zones de montagne qui aggrave d'autres défis environnementaux et sociaux. Donc, la restauration des paysages avec des eaux de source versant nous permet de mieux conserver nos forêts. Et il y a également des intérêts accrus sur la connexion l'eau, agriculture, forêt et énergie. Et il faut vraiment identifier de meilleures pratiques et s'échanger ces meilleures pratiques. Et ce qui a été souligné par notre intervenant de discours lumière et d'autres intervenants, je pense qu'il faut vraiment promouvoir ces connexions entre les différents éléments, l'eau, agriculture, forêt, énergie, et également intégrer ces connexions dans toutes les interventions dans les montagnes et dans les paysages tenus à bas niveau. Il faut également adapter l'innovation numérique et les plateformes basées sur le web pour répondre aux défis environnementaux. Et nous fêtons en fait l'année internationale de développement durable des montagnes 2022. Donc, il faut développer les montagnes de manière durable pour développer et sauvegarder les paysages de montagne. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que les guides dont je vous ai parlé vous seraient utiles. Alors maintenant, je donne la parole à notre modérateur. Alors oui, il nous a rappelé que cette année, c'est l'année de développement durable des montagnes. Alors maintenant, nous allons aller aux plaines de l'Éthiopie. Donc, nous avons Dr. Makilia. Docteur Mekuria, vous êtes là? Welcome. We can see you and hear you. Bienvenue, nous vous voyons très bien et on vous entend très bien. À travers la présentation d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le couvert forestier, le changement de couvert forestier en Éthiopie. Noted by the keynote speakers and the influence of forest cover in the landscape. Je vais d'abord poser le cadre, comme l'a dit nos orateurs précédents. Le couvert forestier dans le paysage concernant les débits hydrologiques peut être différent en fonction des types de forêts. Excusez-moi, il y a des bruits de fond, donc on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? No, we can still hear the noise. Okay. C'est comment? En fait, on a toujours ce bruit de fond. So if you think of Il y a des nuisances sonores près du micro. Il faudra réfléchir à la régénération de la nature à travers la forêt et c'est ainsi que nous pourrons atténuer les érosions et nous pourrons également recharger les nappes phréatiques. Et si on plante des essences qui grandissent rapidement, dans ce cas-là, cela peut réduire la disponibilité des ressources en eau pour la consommation des hommes.
Les informations qui sont présentes dans cette diapositive montrent que s'il n'y a pas suffisamment de forêt, dans ce cas-là, le risque d'érosion devient plus élevé et cela réduit les ressources en eau des bassins. Et nous pouvons voir justement l'influence que cela a sur les précipitations. Vous voyez que le risque d'érosion devient élevé, cela aggrave la pénurie d'eau et dans l'ensemble, les précipitations aussi sont réduites. Donc, dans l'ensemble du relief, s'il y a la déforestation, il y a ce changement dont nous voyons l'importance des arbres et des forêts. Concernant le flux, le débit hydrologique également, les forêts jouent un rôle très important. Bien sûr, cela peut être différent en fonction des régions, donc la gestion ne peut qu'être différente. Ici, vous avez la vallée du Grand Rift et c'est une partie de la vallée du Grand Rift qui s'étend dans une grande partie de l'Afrique. Et dans la région de l'Éthiopie, nous voyons que entre 1973 et 2020, il y a le changement d'occupation des sols et du couvert végétal. Nous voyons qu'il y a la déforestation qui est accentuée pendant cette période de 47 ans. C'est dû au fait que la population s'accroît et qu'il y a beaucoup plus d'élevage du bétail. Donc nous voyons qu'il y a une perte des forêts à travers cette carte et cela va avoir un impact non seulement sur l'écologie, sur l'écosystème, mais également sur le débit hydrologique. Avec ces changements divers, nous pourrons avoir cette analyse. Par exemple, si vous regardez le tableau 3, nous voyons que les valeurs des services écosystèmes baissent. Cela va avoir un impact sur l'approvisionnement en eau et un impact également sur le débit hydrologique. Et la plus grande cause, c'est la destruction des forêts dans les bassins versants, ce qui a un impact direct sur le flux hydrologique. Et voilà que cela va être en dessous de 0. Par contre, quand on remonte au centre de la vallée du Grand Rift, dans 15 endroits, nous avons procédé à l'expérimentation de la modélisation. Et donc, sur l'expérimentation sur les 15 sites, nous avons voulu voir comment nous pourrons réduire l'érosion et comment nous pourrons réduire le rendement en sédiment et le ruissellement. Dans les bassins versants, on voit qu'on peut réduire de 83% l'érosion des sols et concernant le ruissellement, jusqu'à 83%. Ainsi, on pourra augmenter la production de l'eau de 9%. Donc, ce sont des levées qui ont été mesurées sur 15 sites dans la vallée du Grand Rift. Voici le résumé de ma présentation. Ici, vous pouvez voir que l'ensemble des valeurs des services écosystèmes ont été réduites à cause de la perte du couvert forestier et la plus grande perte a été donc le flux hydrologique et l'approvisionnement en eau. Si on restaure ces paysages qui ont été dégradés à travers la forestation, dans ce cas-là, il y aura un impact positif, d'où l'importance du reboisement. Donc, nous devons utiliser différentes mesures incitatives au niveau politique pour la gestion de paysages, tels que le paiement pour des services écosystèmes ou l'intégration des revenus
générés par les activités au sein des pratiques de la gestion des sols, ce qui pourra améliorer les systèmes d'écosystèmes de l'eau à travers des efforts de restauration durable. Ce genre d'approche pourra réduire l'écart qui existe entre la restauration du paysage et les services de l'écosystème. Et nous devrons également aussi compenser les pertes économiques locales, donc pour les petits exploitants agricoles, dont nous avons besoin de mettre en place des mesures incitatives pour compenser les pertes de revenus des paysans. Je pense qu'à travers ces activités, nous pourrons contribuer à atteindre les objectifs de développement durable, le 2e objectif et le 15e objectif. Merci. Our journey is taking us to the Panama Canal, where Alors, Dr. Jefferson Hall, qui est scientifique en chef à l'Institut de recherche tropicale Smithsonian, a enregistré une vidéo pour vous. hi. Ah, bonjour. Vous êtes connecté. Alors, nous pensons que nous allons voir la vidéo d'abord. Merci. Je vous dis bonjour du Panama. La moitié de toutes les forêts tropicales du monde d'aujourd'hui sont forêts secondaires, poussant sur des terres autrefois exploitées ou utilisées pour le pâturage du bétail. Dans le passé, la plupart des terres dégradées devaient se régénérer d'elles-mêmes ou étaient plantées de teck, de pin ou d'eucalyptus non indigènes. Mais à mesure que les populations humaines s'effondrent, la forêt tropicale devient de plus en plus importante. Au Smithsonian Tropical Research Institute de Panama, des scientifiques et des étudiants du monde entier apprennent de la nature comment créer un avenir plus durable. Notre expérience à Agua Salud nous montre comment le reboisement intelligent peut atténuer les changements climatiques, protéger l'approvisionnement en eau et protéger la biodiversité. Dans la plus grande expérience de reboisement tropical de ce type, nous avons planté 150 000 arbres et protégé des terres dégradées dans une zone de 3 000 carrés dans les bassins versants du canal de Panama. Carbone. Les arbres poussent remarquablement vite, démontrant la propre résilience de la nature face aux changements climatiques. Dans les sols pauvres, nous avons planté des espèces de feuillus indigènes qui poussent plus gros et stockent beaucoup plus de carbone que les teck non indigènes, contribuant ainsi à atténuer les changements climatiques et offrant également une meilleure option d'investissement pour les propriétaires fonciers ruraux. Pour mieux comprendre comment la gestion de l'utilisation des terres affecte les approvisionnements en eau, nous avons comparé la quantité d'eau dans les cours d'eau drainant les pâturages du bétail avec la quantité d'eau dans les cours d'eau avec la quantité d'eau dans les cours d'eau drainant les terres forestières. L'eau coule rapidement sur le sol tassé des pâturages pour les bétails et se perdue. Nous avons confirmé que les sols forestiers agissent comme une éponge. Réduire les inondations lors des grandes tempêtes et fournir de l'eau pendant les périodes sèches. Biodiversité. Nous apprenons de la nature que si nous cultivons de nouvelles forêts sur les terres dégradées, les arbres attirent les oiseaux et les mammifères qui aident à répandre les graines et à polliniser les fleurs, apportant une nouvelle vie à des paysages autrefois stériles. Cette recherche lancée au Panama mène à une planification plus intelligente de l'utilisation des terres, apportant ainsi sécurité et espoir au peuple du monde entier. Le projet Agua Salud est rendu possible grâce au généreux soutien des partenaires suivants.
Thank you so much. Dr. Hall, since you are with us, would you like to say... Merci beaucoup, Dr. Hall. Puisque vous êtes commenté, est-ce que vous avez quelques mots à ajouter pour complémenter la vidéo? D'abord, merci d'avoir joué cette vidéo. Je suis content d'être là. Nous sommes en train de comprendre les fonctions hydrologiques des forêts mûres. Et là, nous sommes en train de faire des recherches dans ce domaine. Donc, veuillez regarder nos recherches si vous avez du temps. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je sais que vous serez parmi nos panélistes, donc soyez connectés. Et aussi, nous allons voir le prochain cas d'étude qui a été mené à San Salvador. Je vous présente Madame Leila Zelaya Ageria, qui est la coordonnatrice nationale au sein du projet de l'adaptation des fils de pneus. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous dis bonjour de El Salvador. Donc, veuillez lancer ma diapositive suivante. Le projet City Adapt est le projet qui est mené par les Nations Unies et nous travaillons avec le ministère de l'Environnement d'El Salvador pour augmenter la résilience du climat dans les villes. Et nous nous basons sur l'adaptation basée à l'écosystème. Donc, vous pouvez voir en fonction des bassins, en fonction des reliefs, quels sont les projets qui sont menés. Et dans les centres-villes, nous gérons également les bassins des rivières. Et vous avez ici un bassin qui se trouve au centre-ville d'El Salvador. Nous menons plusieurs activités, notamment la restauration des plantations des cafés. Et nous avons également aménagé des puits pour permettre l'absorption. Ici, vous avez les photos concernant le projet de restauration des plantations du café. « 451 hectares de plantations de café ont été restaurés et nous avons planté 46 050 arbres et nous avons également planté 8 469 arbres fruitiers qui sont tous des essences indigènes et nous avons aménagé des corridors d'infiltration qui s'étendent sur une longueur de 39 167 mètres. Est-ce que vous pouvez revenir à cette diapositive? Oui, merci. À travers ces projets, nous pourrons réaliser une surface d'absorption de l'eau qui s'étend à 28 000 mètres carrés. Ainsi, lorsqu'on compte 141 jours de précipitation, dans ce cas-là, nous pensons que nous pourrons revitaliser ces eaux par l'écosystème. Ce genre de projet pourra être utilisé dans d'autres écosystèmes et dans d'autres projets. Quels sont les enseignements que nous avons tirés à partir de ces projets? Nous voulons agrandir le cadre de planification spatiale, notamment nous voulons prendre en considération le bassin où
sont situées les villes. Donc, nous voulons travailler avec nos partenaires pour réfléchir à une intervention basée sur la nature. Et nous voulons exploiter les connaissances locales et traditionnelles qui se basent sur les espèces indigènes et sur les pratiques agricoles traditionnelles. Nous voulons justement tirer pleinement profit de ces interventions, de ce type d'intervention. Pourtant, nous avons ce genre d'obstacles. Actuellement, il y a un écart, un fossé entre les genres et entre les âges. Et ceci est un obstacle à la restauration des forêts urbaines. Par exemple, en ce qui concerne les jeunes, ils ont beaucoup d'idées et leur niveau de sensibilisation est très élevé. Et ils peuvent mesurer et évaluer les bénéfices basés sur les écosystèmes. Donc, nous allons essayer de continuer dans ce sens. Je vous remercie. Je vous remercie. We're now reaching the coastline and we'll be going to the Gambia. Maintenant, nous allons aller à la Gambie. C'est Dr Malanding Jaite qui est manager de projet du ministère de l'Environnement, du Changement climatique et des Ressources naturelles. Bonjour. Je vous dis bonjour de la Gambie. Merci beaucoup de votre invitation et de m'avoir donné cette opportunité. Alors, la Gambie se trouve en bas de montagnes sur les côtes et nous avons d'autres caractéristiques qui nous rendent un peu compliqués en termes de la gestion de la nature. Donc, il y a des frontières à côté du Sahara et nous avons également des rivières qui sont très basses juste à côté de la mer. Donc, les bancs de rivières, ou le niveau de rivière est élevé. Donc, voici le contexte un peu de cette présentation. Et l'une des implications climatiques, c'est que la Gambie, pendant ces dernières années, nous avons vu un déclin rapide de l'eau. Donc, ce travail a été fait par HICRAF et cette étude examine le niveau de l'eau terrestre ou du terrain. Et on voit très bien qu'il y a un déclin continu vers l'est. Parce qu'en fait, à l'ouest, il y a plus de l'eau, mais en fait, sur le terrain, dans les terrestres, on voit bien que le niveau de l'eau, le niveau d'eau chute. Et il y a des fois où les arbres poussent pendant 8 mois sans eau. Donc, voici la situation de la Gambie. Nous avons un projet d'adaptation basé sur les écosystèmes pour minimiser l'impact de ce scénario de changement climatique. Alors, ce projet est dirigé par moi-même et c'est financé par GCF et soutenu par le PNU avec l'assistance technique de l'ICRAF. Lorsque l'étude a été commencée, la diapo suivante, s'il vous plaît. Et la température augmente aussi en Gambie. Actuellement, si on regarde la diapo, le top 3, en fait, se retrouvent à l'ouest. Et dans d'autres régions, nous voyons également une augmentation de la température.
Donc, cela veut dire que les conditions de précipitation ne seront pas meilleures que maintenant. Et cela peut avoir un impact sur la variété des espèces. Et il faut vraiment adopter des solutions basées sur la nature. Alors, le projet EBA, lorsque nous avons conçu ce projet, l'objectif était de restaurer 12 880 hectares de forêts communautaires dégradées et des aires protégées communautaires et des mangroves aussi. Et également 300 hectares des terres agricoles dégradées. Nous visons également à établir des zones agricoles qui ont été dégradées. Donc, nous souhaitons les restaurer pour accroître le couvert forestier. Un autre pilier de ce projet, c'est pour diversifier les revenus et des moyens de subsistance pour la communauté. Donc, on envisage d'établir 120 entreprises basées sur des ressources naturelles au sein des communautés pour produire des semences et pour l'apiculture et pour l'écotourisme. Et nous visons également à renforcer la capacité institutionnelle du gouvernement pour accroître la compétence et la capacité d'adaptation. Donc, nous avons démarré la restauration et nous sommes en train de restaurer des écosystèmes dégradés. Donc, déjà, il faut vraiment établir une infrastructure pour pouvoir produire des pépinières ou jeunes plants, jeunes cultures. Donc, nous sommes en train de produire 1 million de jeunes plantes tous les ans. Et nous travaillons également de manière étroite avec les agriculteurs. Donc, nous aidons la plantation agroforestière des 1000 petits producteurs agricoles. Nous pourrions en fait identifier des espèces d'arbres qui sont propices à leur agriculture. Donc, nous sommes en train d'aider les agriculteurs également de accroître leur capacité d'atténuation et d'adaptation. Et nous sommes en train d'identifier d'autres espèces, par exemple espèces autochtones, pour planter ces espèces. Alors, je m'excuse de vous intervenir, mais est-ce que vous pouvez essayer de finaliser en 30 secondes votre présentation? Alors, en amont, voici les défis actuels, c'est-à-dire il y a le défi lié à l'élevage du bétail, à l'incendie des forêts qui se produit régulièrement. Donc, il faut bâtir des murs pour contrôle de feu. Et voici 3 défis majeurs à relever en termes des activités de restauration des écosystèmes. Donc, il s'agit des défis très pressants et difficiles à relever pour le moment. Je vous remercie de votre présentation. Alors, la dernière cas concerne les rivières volantes. Alors, nous allons découvrir ce concept de M. Douglas Schill, qui est professeur à Wageningen University. Donc, il a préenregistré son intervention, mais il est encore là. Alors, est-ce que vous avez quelques mots à dire avant de regarder votre présentation? Thanks very much. Je vous remercie. Vous m'entendez? Oui. Je sais que nous n'avons pas suffisamment de temps. Je vous demande donc de lancer la vidéo.
So we do not have the sound. And here you see a Nous n'avons pas le son. showing moisture. Si vous voyez ici, c'est la photo satellite récente et vous pouvez voir que l'eau entre vers l'Amazonie et c'est l'humidité atmosphérique. Et c'est ainsi qu'est maintenue l'Amazonie. Et donc, l'eau qui coule vers l'Amazonie, c'est en fonction des flux atmosphériques. Et l'eau est beaucoup plus importante, le stock d'eau est beaucoup plus importante que l'eau fluviale de l'Amazonie et nous pouvons voir que cela coule vers le sud. Donc, on a un débit hydrologique très important et il faut savoir qu'il y a une évaporation importante dans les forêts. C'est ainsi qu'il y a la circulation de l'eau, donc l'eau atmosphérique qui coule vers les fleuves et ensuite qui sont évaporés dans l'atmosphère. Ce n'est pas une situation que nous observons dans l'Amazonie. On peut le voir dans les pays du monde entier, mais ce n'est pas certes une aussi grande ampleur que celle de l'Amazonie. Mais nous voyons justement ces rivières volantes qui passent d'une région à une autre. Le flux hydrologique terrestre est de 12 000 mètres cubes et c'est justement le flux qui est en circulation. Environ 48 000 mètres cubes des ressources en eau mondiale vont venir vers la surface et ensuite vont exister sous forme de précipitations. Le reste, 75 000 mètres cubes d'humidité, c'est l'humidité qui a été évaporée de la surface terrestre. Alors, si nous regardons de manière plus détaillée, ces flux ne sont pas observés de manière égale dans l'ensemble des pays. À travers ces données collectées pendant des années, dans la partie rouge foncée, ce sont des régions qui montrent une forte évaporation et vers le bas, vous voyez des régions qui reçoivent les flux d'eau. Donc, pour la partie rouge, ce sont des pays qui vont faire partir l'eau et l'Afrique, l'Amazonie, vous voyez que ce sont les principaux producteurs de l'eau et vous avez en bas les pays qui dépendent de ces ressources en eau. Donc, beaucoup de pays. Et vous voyez qu'en Chine, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, vous voyez que beaucoup de gens sont dans l'industrie qui est grandement consommatrice de l'eau. Alors ici, quel est le rôle des forêts? D'après les données récentes, ce sont des études auxquelles j'ai participé. Et nous avons examiné la relation entre le couvert forestier et les précipitations à Bornéo. Et nous voyons que depuis le début des années 70, le couvert forestier a commencé à décliner. Et nous constatons une baisse d'environ 20% des précipitations totales sur l'île. Et nous constatons un impact plus important dans les parties de l'île qui ont perdu plus la forêt. Et nous avons vu ce genre d'études en Afrique, en Amérique du Sud et même en Europe qui montre une relation claire entre le couvert forestier et les précipitations. Quand il y a la restauration des forêts et quand il y a un couvert forestier très élevé, nous voyons que les précipitations sont plus élevées. Et je pense que je ne pourrais pas m'attarder sur la nature de ces relations, mais je peux vous dire que le point à souligner, c'est que les arbres sont une source majeure de cette pluie recyclée. Donc, d'après les études récentes, nous voyons que les arbres sont très importants dans les précipitations. Et
même s'il y a une petite modification dans la quantité d'humidité dans l'atmosphère, cela peut avoir un impact dans les précipitations locales ou les précipitations des autres endroits. Donc, nous voyons que nous sommes fortement que les précipitations sont dépendantes du nombre des arbres. Cela dépend de l'humidité atmosphérique et même s'il y a une petite différence dans l'humidité atmosphérique, nous voyons qu'il y aura un impact dans la quantité des précipitations. À travers ces observations et à travers la théorie, ce que nous comprenons, c'est qu'il y a une relation claire entre le couvert forestier et les précipitations. Et justement, c'est un comportement qui est similaire au point de basculement. Si nous avons un système humide, ce système humide voudra acquérir plus d'humidité, donc ça deviendra plus humide, et les précipitations vont augmenter. Si nous avons un système sec, nous allons perdre le couvert forestier. En fait, il y a les deux extrêmes et souvent on ne trouve pas l'équilibre, le milieu. Et quelquefois, dans quelques régions, la situation est alarmante. Le climat humide et productif peut soudainement devenir un climat sec improductif s'il y a la déforestation. D'après les études, nous avons maintenant une meilleure idée concernant les implications du couvert forestier et les précipitations. Donc, la précipitation est importante. Nous voyons que les pertes forestières peuvent être catastrophiques et beaucoup plus catastrophiques que nous le pensons. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un mouvement linéaire, mais ça va être un mouvement beaucoup plus radical. Et en même temps, s'il y a un mouvement positif, dans ce cas-là, les zones qui sont actuellement sèches, arides, peuvent devenir humides et productives. Donc, à travers la restauration forestière, nous pourrons rétablir l'écosystème. Et donc, il ne faut pas juste regarder les risques, mais également considérer les opportunités qui existent dans la forêt pour faire du monde un endroit meilleur et agréable à vivre. Je vous remercie. Voilà, nous avons écouté la dernière présentation des cas d'études et nous avons pu voir les différents aspects qui existent entre le couvert forestier et les précipitations et nous avons vu donc un peu la situation globale. Pour continuer notre débat et pour plus d'interactivité, je vous propose de passer à l'activité suivante pour voir comment nous pouvons renforcer le lien entre les forêts et l'eau. Donc, je vous invite à revenir sur Menti.com, utiliser le même code. Et nous allons inviter les experts comme panélistes qui viennent du gouvernement, qui viennent des institutions internationales. Et ces personnes vont vous poser des questions et sur Menti.com, vous pouvez donc répondre et vous pouvez nous faire part de vos opinions. Donc voilà, les panélistes pourront faire part de leurs opinions, mais vont réagir également à vos commentaires. Remind the panelists that we are over time, so Alors, il faut vraiment respecter notre temps, donc 3 minutes par chaque intervenant. Donc, veuillez rester bref avec votre intervention. Donc, en représentant le gouvernement, nous avons M. Mohamed Askari, qui est directeur adjoint de sources contrôle de dégradation d'écosystèmes des tourbières du gouvernement indonésien. Alors, j'aimerais bien lui poser une question. Monsieur Askari, l'Indonésie est un très bon exemple qui prend au sérieux au niveau de la gestion des tourbières. Quelles sont les clés du succès chez vous? Merci beaucoup de nous avoir accordé le temps. Concernant les tourbières, 90% des tourbières consistent de l'eau. Donc, il y a beaucoup de canaux. Donc, si on peut ramener de l'eau,
on peut résoudre beaucoup de problèmes. Deuxième point, il faut également réhabiliter les végétations. Et troisièmement, il faut améliorer la subsistance, moyens de subsistance pour la population locale. Et bien sûr, dernièrement, ce qu'on doit faire, c'est l'application de la loi. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à la restauration des écosystèmes. Donc, restaurer l'eau, restaurer la végétation, améliorer la subsistance de la communauté. Merci beaucoup, Monsieur Askari. Vous avez souligné des points importants. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder des réponses sur Mentimeter, pas pour cet intervenant, mais pour l'intervenant suivant? Comme ça, on peut regarder les résultats de Mentimeter à la fois avec nos panélistes. Alors, notre panéliste suivante était avec nous tout au long de cette séance. Donc, représentant de la jeune, nous avons Sujin Lee, qui fait partie des task force de IFSA et WFC. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont des facteurs qui sont importants pour engager les jeunes dans les connexions eau et forêt? Yeah. There's a lot of Je pense qu'il y a plusieurs options. Et la première étape, c'est la formation. Donc, je pense que c'est une première étape qui peut inclure nos jeunes. Et je pense que c'est la ligne de départ qui est d'abord important. Tout d'abord, préciser quelle est la situation actuelle, et je pense que nous pourrons le faire par la formation. Mais malgré cela, pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de formations qui permettent de comprendre les liens qui existent entre les forêts et l'eau. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs programmes de formation. Par exemple, en ce qui me concerne, donc, la typologie des sols ou les politiques sur les terres sont autant de connaissances qui sont offertes dans les cursus à l'université, mais nous n'avons pas de formation concernant, nous n'avons pas de cours concernant l'eau, concernant le lien qui existe entre l'eau et les forêts. Et je discute avec les étudiants qui viennent dans d'autres pays étrangers qui me disent que même dans leur pays également, il n'y a pas ce genre de formation. Je pense que c'est un véritable problème. Le cycle d'eau et le cycle de la végétation est très similaire. Donc, nous devons réfléchir aux liens qui existent entre l'eau et la forêt, voir comment nous pourrons gérer les ressources en eau et les ressources forestières. Pour la végétation, l'eau est une ressource cruciale. Donc, il sera difficile de séparer l'eau et les forêts. C'est la raison pour laquelle nous devons absolument inclure dans notre débat l'eau. Et nous avons besoin, au niveau des universités, des études multidisciplinaires. Donc voilà, ce sera ma solution. just Oui, vous avez 1 minute. Et il y a des programmes d'éducation qui est déjà disponible. Donc, il faut donner des opportunités de stagiaires pour les stagiaires aussi, parce que les forêts et l'eau, donc les questions liées aux forêts et l'eau, nécessitent longtemps pour avoir des résultats. Donc, il y a des programmes éducationnels qui sont déjà disponibles. Donc, il faut donner des opportunités pour développer des programmes de stage pour les jeunes. Donc, IFSA offre des opportunités internship pour les internes, mais il faut promouvoir les connexions pour avoir beaucoup plus d'influence sur les questions liées aux connexions l'eau et forêt. Thank you. Yeah, really. Je vous remercie. Je vous remercie de vos commentaires. Et maintenant, nous allons inviter notre chercheur qui est Dr. Hall, Monsieur Jefferson Hall,
Est-ce que nous avons aussi les résultats de Mentimeter? Est-ce que M. Hall pourra rebondir sur les résultats de Mentimeter? En ce qui concerne la conservation de l'écosystème actuel, quels sont les grands obstacles? Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je pense qu'il y a le premier obstacle qui est les informations, deuxième obstacle les finances, troisième obstacle la gouvernance. Je le dis en tant que scientifique, pour plus de recherche, nous avons besoin des finances et il y a déjà la recherche et nous avons déjà une accumulation des connaissances. Dans les forêts tropicales, nous voyons comment fonctionnent les eaux, nous voyons comment fonctionne le système. Mais pour faire face à cette situation, nous devons réfléchir et nous avons beaucoup étudié la relation entre l'eau et les forêts. Mais comme il a été déjà dit, les forêts jouent le rôle de filtre de l'eau. Donc, nous voyons que le couvert forestier n'est pas juste composé des arbres. Il faudra planter plusieurs essences et donc réfléchir à la diversité. Il faut adopter une approche paysagère. Bien sûr, dans la base, nous aurons besoin d'un reboisement beaucoup plus intelligent. Il faut réfléchir. En fait, on ne peut pas dire que nous n'avons pas suffisamment de connaissances. C'est juste un prétexte. Il faudra aussi réfléchir à une gestion intégrale pour l'amont et l'aval des ressources en eau. Et c'est ainsi que nous pourrons dégager les résultats nécessaires. D'autres personnes ont parlé des connaissances, ont parlé des finances, mais je pense qu'il faudra lier les connaissances et les finances pour trouver une solution. Ensuite, nous avons besoin de la gouvernance, nous avons besoin des règles, nous avons besoin des règles nécessaires pour réaliser nos promesses dans les années à venir. Concernant la propriété des terres, je pense que la gouvernance pourra permettre de gérer mieux et ainsi nous pourrons préserver les forêts pour la génération à venir. Et la bonne gestion forestière sera liée également à la propriété foncière. Comme je pense que beaucoup vont parler de cela, mais moi je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, notre dernière panéliste représentant l'Organisation internationale, nous avons Dr. Amy Duchel. Alors, Amy, comment est-ce qu'on peut accélérer l'action eau et forêt? Alors, un point très simple, nous avons beaucoup d'opportunités avec la COP27 en Égypte. Donc, l'eau sera un domaine prioritaire pour nous. Et aussi, ça concerne aussi l'Afrique, le continent de l'Afrique. Donc, on peut saisir cette opportunité pour mettre en lumière l'eau comme un point d'entrée pour lutter contre le changement climatique. En fait, le carbone a été utilisé comme point d'entrée depuis longtemps. Donc, si c'est réalisé, je pense que ça peut attirer plus de pays à participer à l'accord de Paris. Et il y a également des pays où l'eau et les forêts sont au point d'intercession. Alors, ça a été un panel très intéressant et j'espère que ce panel et les études de cas vous ont aidé à comprendre que nous pouvons en fait accélérer ce cycle et l'action entre les forêts et l'eau. Et le dernier intervenant de cette session, c'est Madame Cécile Bibiane Gébé, qui est fondatrice et présidente des réseaux des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts. Donc, elle va partager avec nous l'appel à l'action, comment on peut travailler intersectoriel en termes de gestion du communautaire, etc. Thank you.
Je vous remercie. L'appel à l'action. Les services liés à l'eau sont fournis par les forêts et les arbres. Et c'est aussi le lien qui existe entre l'homme, la forêt et l'eau. Nous devons rechercher l'amélioration des politiques pour maximiser le bénéfice auprès des hommes et pour la protection de l'eau. Et ensuite, nous devons aussi réfléchir aux effets des compensations. Et ce n'est pas une tâche facile. Il existe des écarts de connaissances et la mise en exécution n'est pas toujours facile. Mais grâce à une recherche durable, une recherche soutenue, nous pensons qu'à travers les moyens de suivi et à travers les moyens d'observation et à travers les efforts scientifiques de la société civile, nous pourrons passer à l'action et ainsi nous pourrons protéger nos forêts et nos ressources en eau. Et nous devons traduire tout cela dans les politiques. En outre, nous avons également plusieurs initiatives au cadre de politique. Par exemple, il y a la décennie des Nations Unies pour la restauration et nous avons également le défi Bonn, le cadre sur la biodiversité, l'accord de Paris et les ODD qui sont autant de conventions et autant de promesses sur lesquelles nous pouvons nous baser. La nature, l'eau, les hommes, les forêts pourront être reliés grâce à ces conventions et à ces promesses. Et c'est ainsi que nous pourrons établir des stratégies qui vont permettre une meilleure génération de ces ressources. Nous avons besoin de prendre une action. L'action est nécessaire des organisations des organisations internationales et c'est ainsi et dans les actions nous devons tenir en compte des relations qui existent entre les hommes et la nature. Nous devons également inclure les services écosystémiques et les services forestiers. Lorsque nous disons dans l'homme est inclus les hommes, les femmes, tous les genres. Et la gestion forestière devra être attaquée sous une approche paysagère. Et nous devons également réfléchir aux objectifs qui sont en conflit avec d'autres objectifs. Il faut réfléchir également aux liens qui existent entre l'eau et les forêts. Et nous devons également adopter une approche qui inclut également les changements climatiques. Dans ce processus, les femmes sont beaucoup plus vulnérables. Donc, nous devons mettre en place une économie qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement et pour ce faire, nous devons relier l'homme, la nature, les eaux, la forêt. Ensuite, nous devons renforcer la communication. Il faut avoir une communication pour la recherche et nous devons être à l'écoute des opinions sur le terrain et nous devons travailler avec la communauté locale, les chercheurs, les scientifiques pour réduire l'écart de connaissances et pour permettre une meilleure prise de décision. Sixièmement, nous devons mettre en place des initiatives de restauration. À travers cela, nous n'allons pas nous arrêter à une restauration physique, une restauration biologique. Nous allons aller à une restauration beaucoup plus approfondie et réfléchir au lien entre l'eau et la forêt. Dans la restauration, il n'y a pas juste une restauration du paysage naturel. Il faut réfléchir à améliorer la qualité de vie de la communauté locale. Et ensuite, nous devons réfléchir à la gestion des ressources de l'eau douce. Nous devons gérer plusieurs bassins. Et nous devons justement gérer ces nombreux bassins. Et donc, je vous demande à passer à l'action. Nous sommes réunis ici
pour agir dès maintenant parce que déjà nous avons pris du retard. Thank you, Cécile. Merci Cécile. Alors, notre séance est arrivée à la fin. Donc, j'espère que vous étiez inspirés et prendre l'action concernant la connexion à l'eau et forêt. Vous pouvez également trouver les briefs de ces sessions sur le site web de Water Forest Champion et sur le site web de ce congrès. Nous allons prendre en compte de tous les commentaires qui ont été faits par l'audience à travers Mentimeter. Donc, je tiens à remercier encore une fois tous nos orateurs et tous les participants qui sont levés tôt le matin et qui se connectent très tard la nuit. Merci beaucoup à notre audience. Je vous souhaite une bonne journée et bon congrès. Merci.